Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle review d'un épisode de One Piece, épisode 1166. Épisode où là, il y a quand même un petit peu plus de choses. On est globalement sur un 50-50 dans cet épisode. On va être à 50% avec Luffy et tout, et à 50% avec les deux personnages qu'on a vu arriver il y a deux épisodes. Donc c'est bien des chevaliers divins, donc comme j'avais plus ou moins dit et tout, mais bon, c'était pas un grand mystère dans les épisodes d'avant, donc c'est bien des chevaliers divins, et ils font pas mal de choses intéressantes dans cet épisode. Déjà, on voit, donc du coup, les personnages étaient sous des grands manteaux qui cachaient leur apparence, et on voit l'une d'entre elles qui, donc du coup, enlève son manteau pour vraiment se révéler, quoi, et donc révéler son chara-design. Donc, on a l'une des deux, une chevalière divine, du coup, donc la première, qui s'appelle Gunko, voilà, qui a un chara-design très 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 stylé, voilà, qui est très cool. Voilà, donc avec elle a une espèce de tenue militaire, mais sans pantalon, voilà, avec des cheveux bleus, la bouche couverte et des yeux verrons. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que Loki, lui, il a un peu le chara-design inverse, justement, c'est ses yeux qui sont couverts de bandages, mais sa bouche qui est libre. Voilà, donc du coup, vu que dans l'épisode, ils vont parler à Loki, donc voilà, juste le petite opposition entre Gunko et Loki, enfin visuellement c'est assez intéressant. Et on voit aussi du coup le pouvoir de Gunko, qui donc du coup a le pouvoir de créer des bandages. Voilà, elle peut créer des bandages, voilà, encore une fois, c'est Oda crée un personnage qui a un pouvoir assez particulier de One Piece, et qui pourtant est un pouvoir qui est assez puissant, parce que on l'a vu dans l'épisode d'avant, elle a mis à terre un géant, et là pareil aussi, elle peut en 2 secondes tuer un loup géant avec ses bandages, quoi, qui au bout a une espèce de flèche. Et du coup, c'est un peu le pouvoir qu'on voyait dans l'opening. C'est à un moment, justement, on voit Coron, du coup, qui se fait encercler par ses bandages et tout, qui a une flèche au bout. Voilà, donc du coup, ça veut dire que, du coup, là, à partir de là, vu qu'on a vu Gunko dans cet épisode et qu'on a vu son pouvoir, du coup, on devine un petit peu ce qui va se passer après, quoi. On devine du coup que Coron va se faire attaquer ou enlever par Gunko, et donc du coup que Coron aussi va être un petit peu, va être pas mal au centre des événements futurs. Et ouais, c'était, du coup l'autre personnage du coup qui a la tête de Shanks, bon lui il s'est pas réveillé, il s'est pas révélé et on sait pas encore qui c'est. Enfin bon, même si les previews de l'épisode de la semaine prochaine nous révèlent qui c'est. Voilà, donc j'attendrai la semaine prochaine pour vraiment en parler. Mais donc voilà, pour l'instant, on nous révèle Gunko, voilà, super personnage, voilà, bon chara-design, elle en impose. Encore une fois, ça c'est toujours le truc d'Oda, en fait, c'est Oda qui avait dit dans une interview, ou quand il répondait à des questions des fans, justement, que Oda il avait dit qu'il adorait, justement, introduire des nouveaux personnages, tout le temps en fait des nouvelles factions, des nouveaux ordres et tout. Donc là il nous a introduit les chevaliers divins avec Garling il y a quelques temps pendant l'arc Egghead, et donc là pour le coup on nous présente enfin deux personnages, enfin deux nouveaux chevaliers divins, et deux sur les 4 possiblement, parce que si vous avez bien vu l'opening du début, et on voit Gunko et le mec avec son épée qui ressemble à Shanks, mais on voit aussi 2 autres personnages du coup qui les accompagnent, et on sait pas qui c'est. Donc ce qui veut donc dire là aussi qu'ils vont être rejoints par 2 autres chevaliers divins après, et ça... Enfin du coup, s'il y a 2 autres chevaliers divins qui les rejoignent, c'est que la situation sur Elbaf va vite devenir critique, et ça annonce beaucoup de choses assez ouf, là, j'ai hâte de voir ça. Donc là, comme on l'avait vu dans l'épisode d'avant, les personnages ne sont pas là pour arrêter Luffy et tout, qui avait vu les 5 doyens, ils sont là pour voir Loki, et ils sont là pour proposer à Loki de rejoindre les Chevaliers Divins. C'est assez surprenant, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent pour ça, parce qu'en plus on avait vu que Loki avait une prime de 2,6 milliards de berries, ils avaient marqué en plus que c'était une prime spéciale du gouvernement mondial, donc puisqu'ils viennent voir Loki, moi je me disais, ils venaient pour le tuer ou le capturer, et au final non, ils veulent que Loki rejoigne carrément les Chevaliers Divins. Donc maintenant que j'y pense, c'est sans doute parce que, du coup, comme on l'avait vu avant, dans l'arc d'avant, Garling, qui était le chef de Chevaliers Divins, est devenu un membre des 5 doyens, donc du coup, les Chevaliers Divins qui sont 10, je crois, du coup, ils sont plus que 9, donc du coup, ils cherchent un remplaçant, ça doit être ça, et ils ont pensé à Loki, voilà. Donc s'ils viennent chercher un mec comme Loki pour
grossir leur rang. Tu te dis, ça te laisse un peu imaginer aussi le niveau des 9 autres chevaliers divins qui doit être assez ouf, quoi. Il doit probablement il doit y avoir... l'un des chevaliers divins, notamment le chef, doit avoir le niveau d'un empereur, et les autres doivent aussi avoir le niveau de commandant d'empereur, donc YC1, YC2, tout ça, voire même un peu plus, donc c'est sûr qu'il doit y avoir, parmi les chevaliers divins, des gros niveaux, en termes de puissance, en termes de acquis, et en termes de fruits du démon. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Et pendant ce temps, on a Luffy et donc du coup le reste de l'équipage qui fait la fête, voilà, ils font un banquet avec les autres géants, et pendant la discussion, ils vont parler un petit peu de Loki, voilà, expliciter un petit peu tout ce qu'il a fait depuis un moment. Et on apprend notamment que c'est Shanks qui avait capturé Loki il y a 6 ans, donc, parce que tous les guerriers d'Elbaf n'ont pas pu l'arrêter, donc Shanks a dû l'arrêter lui-même il y a 6 ans, donc du coup c'était 4 ans avant Marineford, donc avant l'ellipse de 2 ans, et on apprend aussi plusieurs choses, notamment sur Nika, donc du coup le dieu du soleil, donc, qui est donc le fruit du démon que Luffy a mangé, et on apprend pas mal de choses sur cette divinité, donc qui est vénérée par les géants d'Elbaf. Et notamment on apprend, évidemment c'est le truc que j'ai retenu, c'est que notamment Nika était un personnage, enfin que ce soit le dieu, le vrai dieu, ou un pirate ou une personne qui a mangé le fruit du démon de Nika, et le géant Harald dit que, dit que Nika apparaissait toujours au moment où le monde allait subir de grands changements. Et qu'apparemment, selon la légende, le monde avait déjà été détruit 2 fois. Voilà. Et qu'à chaque fois qu'il avait été détruit, Nika était présent, soit pour le sauver, ou soit pour le détruire. Au contraire, ils sont pas sûrs, parce que les textes anciens sont pas clairs. Et déjà, ça c'est très intéressant, parce que du coup déjà, on sait que la première fois où le monde a été détruit, c'était il y a 800 ans, voilà, pendant le siècle oublié, et à ce moment-là, c'était Joy Boy qui était Nika. Mais du coup, ça veut dire que, avant le siècle oublié, donc voire même 2000 ans avant ça, il y avait une autre fois où le monde a failli être détruit, et donc 2000 ans avant, donc, ou même plus loin encore, il y avait déjà eu Nika à cette époque-là. Donc ça c'est encore plus intéressant, ça amène pas mal de mystères et tout, et pas mal de... on se pose aussi pas mal de questions du coup, parce que du coup évidemment ça fait évidemment le lien avec le siècle oublié, avec la bataille qu'il y a eu à l'époque, et du coup ça annonce clairement que vu maintenant que Luffy s'est éveillé avec le Gear 5, donc du coup il a éveillé le fruit de Nika, la bataille finale approche, le monde a déjà subi de gros bouleversements, rien qu'avec les 2 arcs précédents, et ça va faire que continuer, donc ouais c'est assez excitant là, franchement j'ai très envie de voir la suite. Et l'épisode du coup se termine avec Luffy, Nami et Zoro qui du coup partent de leur côté pour essayer de chercher la clé pour libérer Loki, voilà. Donc ils partent avec Rhodes dans l'ancien château de Elbaf pour essayer de trouver la clé et donc essayer de voir si on peut délivrer Loki et tout. Et donc du coup ils partent en soum-soum évidemment, puisque tous les gens d'Elbaf ils détestent Loki, parce que Loki leur a vraiment fait pas mal de choses assez graves sur l'île d'Elbaf, notamment il a tué son père, donc évidemment tout le monde sur Elbaf le déteste, donc Luffy et tout sont partis en soum-soum de leur côté pour aller essayer de le libérer. Ce qui est un petit peu particulier aussi du coup, parce que si vraiment Loki c'est vraiment un monstre, tout le monde le surnomme le prince de la malédiction, il a tué son père pour manger un fruit du démon, ça a l'air vraiment d'être un personnage pas très sympa. En plus on le voit dans l'épisode, du coup il y a un de ses potes, du coup le loup, qui est censé être son ami, qui se fait tuer devant ses yeux par Gunko, et Loki dit « Ah, tu te fais tuer mon pote ? Bon tant pis, voilà, c'est la vie, c'est ta vie. » Et tu es franchement, Loki, ça a l'air vraiment d'être vraiment un sacré personnage, assez méchant. Donc du coup tu te dis, est-ce que Luffy et tout vont vraiment le libérer ? Parce qu'ils tiennent vraiment à le libérer, Luffy veut le libérer juste pour connaître plus d'informations pour Shanks, mais du coup tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être libéré ? Ou alors, est-ce que Loki est vraiment un méchant, ou est-ce que, parce que peut-être qu'il y a une raison pour laquelle il a fait toutes ces choses graves à Elbaf, peut-être que même c'est pas lui qui a tué son père, ou peut-être qu'il y a des manigances comme ça,
façon, c'est souvent comme ça dans One Piece, hein. Il y a souvent des twists, des révélations, des choses qu'on pensait être vraies et puis au final ne le sont pas et tout. Donc là, l'histoire de Loki qui a tué son père et tout pour voler un fruit du démon, il doit sans doute y avoir une explication derrière, quoi. Peut-être que c'est même pas lui qui l'a tué, il a été emprisonné à tort. Donc il y a Anguille sous roche. Voilà, donc avec toute l'histoire autour de Loki et tout, et je pense que on aura pas mal de révélations sur ça à l'avenir. Et voilà, c'est la fin de cette review. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à commenter la vidéo si ça vous a plu, et partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines reviews. Salut!